Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. L'état de grâce pour Mahmoud Abbas, déclaré vainqueur de l'élection présidentielle dans les territoires palestiniens. Il recueille 62,3% des voix pour une participation de 66% environ. Les mouvements islamistes se disent prêts à coopérer avec lui. George Bush l'invite à Washington et Ariel Sharon pourrait le rencontrer dès la semaine prochaine. En Asie du Sud, après la Thaïlande, c'est au Sri Lanka que les enfants ont pu retrouver la classe. Dans ce journal, l'envers du décor sur le dévouement humanitaire. Nous verrons comment la sécurité civile française bute sur des problèmes logistiques en Indonésie. 3 questions sur ce gâchis à la ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie. Bonsoir et à tout à l'heure. Les chiffres de la sécurité routière pour l'année 2004, le nombre de morts a encore baissé de 9%, 5221 décès. Peur du gendarme et révolution des comportements. En 3 ans, ce sont des milliers de vies qui ont été sauvées. L'Europe du Nord peine à se remettre de l'ouragan. En Suède et au Danemark, 220 000 personnes sont toujours plongées dans le noir. Une nouvelle tempête est annoncée cette nuit. La banalisation des grossesses tardives. Les Françaises font des enfants de plus en plus tard. Avoir un bébé après 40 ans est 3 fois plus fréquent qu'il y a 20 ans. C'est le dossier de cette édition. Enfin, SOS Guépard, une équipe de vétérinaires français a été appelée à la rescousse en Afrique pour sauver le félin menacé par les prédateurs et surtout par la consanguinité. Une victoire pour la paix, une nouvelle donne. Partout dans le monde arabe, en Israël, aux États-Unis, en Europe, ce sont les mêmes commentaires qui reviennent pour saluer l'élection de Mahmoud Abbas. Une victoire nette et massive. Les appels au boycott ont été peu entendus. C'est une brise d'optimisme qui souffle sur le Proche-Orient. Sur place à Ramallah, Gérard Grisbeck, Offset Nalbandian. Le vainqueur, le voici. À 69 ans, Mahmoud Abbas sort de l'ombre. L'adjoint d'Arafat va prendre les rênes du pouvoir. Tôt ce matin, dans une grande bousculade entre journalistes et militants, l'homme remerciait ses partisans. Mais dès cet après-midi, l'université de Birzeit, près de Ramallah, était très animée. C'est normal, cette fac de Cisjordanie a formé tous les cadres du mouvement national palestinien. Aujourd'hui, les islamistes du Hamas tenaient un meeting avec Hassan Youssef, le patron du mouvement Cisjordanie, recherché activement par les Israéliens. À côté de lui, la maquette d'un missile Qassam, symbole de la guerre qu'il mène contre Israël. Le Hamas laisse une chance au nouveau président, c'est donc l'état de grâce. Sur le parvis de l'université, des militants nationalistes veulent tourner la page tout de suite. Notre président a fait campagne pour arrêter l'intifada. Son élection est en fait un référendum pour ce slogan. Le plus important, c'est d'arrêter l'intifada et d'entamer des négociations avec Israël. L'intifada ne nous a pas permis d'avoir un État. Peut-être qu'avec des négociations, on aura quelque chose. Avant la mort d'Arafat, une telle opinion, arrêter l'intifada, était bien minoritaire. Cette fois, Yasser Arafat appartient bien au passé. Une nouvelle période peut s'ouvrir. Elle dépendra évidemment de la détermination du nouveau président palestinien, mais surtout du gouvernement israélien. Et le concurrent le plus direct de Mahmoud Abbas, Mustapha Barghouti, a recueilli un peu plus de 19% des voix. Alors voyons précisément comment on réagit de l'autre côté. Apparemment, le plus dur commence. Israël se dit prêt à engager le dialogue, mais attend avant toute chose que le nouveau président fasse cesser la violence. À Jérusalem, Charles Anderlin, Mossi Harmon. Une cérémonie du souvenir discrète dans une rue de Jérusalem. Ici, il y a un peu moins d'1 an, une bombe humaine palestinienne a explosé dans un autobus, tuant 8 Israéliens et en blessant 60. Aujourd'hui, pour certaines de ces familles endeuillées, l'élection de Mahmoud Abbas, Abou Mazen, apporte un peu d'espoir. Le frère de Shulamit avait 31 ans, il est mort dans l'attentat. On espère que ça ira mieux et que ce soit, comment on dit, la fin de tout le terror. On a l'espoir. Maintenant, c'est plus calme. Je suis enseignante. Un de mes élèves était dans l'autobus et l'école vit toujours sous l'effet du terrorisme. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a moins de terrorisme. On verra ce qui va se passer avec Abou Mazen. Au même moment, Ariel Sharon était à la Knesset. Il a envoyé un message de félicitations à Mahmoud Abbas, exprimant l'espoir d'une amélioration des relations israélo-palestiniennes. À des proches, il a déclaré que le nouveau président palestinien sera jugé sur ses actes.
Devant le Parlement, une manifestation de colons. Ils s'opposent aux négociations qu'Ariel Sharon envisage d'entamer avec Mahmoud Abbas et refuse le retrait prévu de Gaza et du nord de la Cisjordanie. Deux réactions encore, celle de Jacques Chirac qui assure Mahmoud Abbas du soutien de la France. Même tonalité à peu de choses près à Washington où George Bush se dit prêt à l'aider et à le recevoir. Rappelons qu'Yasser Arafat n'a jamais eu droit à ce geste. Les dirigeants américains laissent toutefois comprendre qu'il ne s'agit pas d'un chèque en blanc et que le nouveau président palestinien sera jugé sur sa capacité à réformer son propre camp et à faire baisser la violence. La situation en Asie du Sud qui se relève lentement après le tsunami. La semaine dernière, les élèves thaïlandais retrouvaient l'école. Rentrée des classes, cette fois au Sri Lanka. Là-bas, l'éducation est une priorité. Le taux d'alphabétisation dépasse les 90%. Une rentrée chargée de tristesse, évidemment. Des milliers d'enfants et d'adolescents manquaient à l'appel ce matin. Jérôme Soulard et Franck Brisset sur place. 15 jours après la catastrophe à Valachnaï, la vie reprend le dessus. C'est l'heure de la rentrée des classes. Mais au premier appel de l'année, c'est évident, il manque du monde. 42 enfants de cette classe sont absents, la moitié des effectifs. Dans cette salle à l'écart, on a regroupé quelques rescapés. Ils ont tout perdu, y compris leur uniforme. Provant a 11 ans. Et voici son village au milieu des poissons. À gauche, sa maman et son frère emportés par la vague sous ses yeux. L'eau est montée dans la maison et j'ai coulé. Elle était au-dessus de ma tête. J'ai nagé comme ça et tout d'un coup je me suis retrouvé sur un cocotier. C'est difficile pour eux de trouver les mots, de décrire de telles situations, explique l'institutrice. Ils sont vraiment choqués, affectés psychologiquement. Pour eux, c'est quelquefois plus facile de dessiner. À l'heure de la pause, voici le directeur ému qui a regroupé ses élèves. Mes enfants, nos familles sont décimées, nos maisons détruites. Beaucoup de vos camarades ne reviendront pas. Vous avez de la chance d'être vivants, alors soyez forts. Et maintenant, il faut étudier pour reconstruire notre avenir. Dans ce collège hindou de Valachnaï, 702 élèves manquent à l'appel ce matin. Combien d'entre eux sont morts, blessés ou occupés à ramasser les débris de leur maison? Personne ici ne le sait encore. On va évoquer maintenant l'aide humanitaire. L'ONU parle ce soir de 8 milliards de dollars de promesses de dons publics et privés confondus. Voici d'abord la puissante mécanique américaine en mouvement. Depuis 24 heures, c'est un débarquement qui est à l'œuvre. Il n'y a pas d'autre mot, alors que les hélicoptères continuent la distribution. Romain Clément. Un héliport improvisé, au milieu du chaos et sous une pluie battante. Dans ces paquets de survie, de la nourriture, des couvertures, des vêtements. Au fond, pas grand-chose, mais pour ces milliers de déplacés, ajouté au sentiment de ne pas être oubliés, c'est la promesse d'avoir de quoi vivre pour quelques heures. Au sud du Sri Lanka, à Galle, c'est le débarquement. Des véhicules amphibies, des bulldozers, une centaine de Marines. Ils appartiennent à des unités du génie, aucun d'eux n'est armé, car il s'agit d'une force de reconstruction. On participe à l'effort humanitaire. On apporte un soutien aux gens d'ici. Je sais que ça a été dur pour eux. Moi, je suis là tout simplement pour les aider au mieux. 13 000 soldats américains ont acheminé ces dernières 24 heures 200 tonnes de vivres. Mais c'est encore bien peu au regard des besoins. Et puis les appels à l'aide, le besoin d'aide ne doivent pas masquer les ratés de l'aide. Et nous devons aussi de vous en parler avec... Vous allez le découvrir, ce qu'il faut bien appeler l'échec d'une mission française de la sécurité civile dans l'une des régions les plus touchées, à Meulabo, sur la côte de Sumatra. Il y a là une centaine d'hommes venus monter un hôpital de campagne. Problème, 15 jours après le séisme, un quart seulement du matériel a pu être acheminé car la France ne dispose pas d'hélicoptères. Le dévouement des secouristes n'est pas en cause, mais il s'agit bien d'un gâchis. Reportage Bertrand Coq, Yann Moine, Éric Giette.
Pour venir en aide aux populations sinistrées des villes de la côte, le nerf de la guerre, c'est l'hélicoptère. Malheureusement, les Français n'en ont qu'un. Un Dauphin prêté par le constructeur, un appareil généralement dévolu au transport de personnalités. Pour leur logistique, les hommes de la sécurité civile sont donc tributaires des Américains et des Indonésiens. Tributaires mais pas prioritaires, ce qui explique que 8 jours après leur arrivée et 15 jours après la catastrophe, l'hôpital de campagne de Malabo ne soit toujours pas opérationnel. L'emplacement a été trouvé, une cour d'école, les plans sont prêts, ne manque plus que quelques tonnes d'équipement. Là, on est donné ça, cette zone, donc le terrain de basket, le terrain ici, pour installer l'hôpital en fait. Donc c'est 2 terrains. Pour l'instant, on n'a pas la structure, si vous voulez, installée au niveau de la logistique, les tentes, l'abri, etc. Donc on ne peut pas commencer de consultation dans ces conditions. Au programme ce matin, installation de toilettes. Mais ces pompiers, ces infirmiers dont le dévouement et la compétence ne sont pas en cause, veulent encore y croire. Même si on est bientôt à 15 jours de la catastrophe, c'est maintenant que les réfugiés qui n'ont plus rien, plus de toit, vont avoir besoin de nous. Et il y a encore beaucoup de soins à prodiguer. En privé, les médecins reconnaissent que la première phase d'urgence est passée et que les Français l'ont manqué. Mais quand est-ce que vous allez commencer votre vrai métier? Dès que le matériel arrive, sans aucun problème, et on piaffe. On piaffe réellement. L'espoir vient du ciel, mais tout passe par ce colonel de l'armée indonésienne. Nous espérons plusieurs hélicoptères ce matin avec notre matériel, dit le Français. J'espère que vous êtes au courant, le colonel sourit. Vous avez besoin de quoi? De camions. Un camion, ça suffit? 2, ce serait mieux, insiste le Français. Finalement, ils auront leurs 2 camions, grâce auxquels certains de ces pompiers secouristes découvrent pour la première fois l'ampleur du sinistre. C'est énorme, je veux dire, il n'y a pas de... j'ai pas de mots pour décrire. Hein. Pour la sécurité civile, Malabo, c'est un peu la version humanitaire du désert des Tartares. Attendre, faute d'avoir les moyens d'agir. Les Américains se montrent bienveillants avec les Frenchies, mais sans plus. Cet hélicoptère, par exemple, est venu à vide récupérer des journalistes américains. Les Français recevront dans l'après-midi une partie de leur matériel. Mais que l'armée française ne soit toujours pas capable de leur fournir quelques appareils 15 jours après surprend, surtout au regard de la commotion provoquée par le séisme dans l'opinion publique. C'est à croire que la France n'a même plus les moyens de ses émotions. Voilà, beaucoup d'hélicoptères de l'armée américaine, mais pas d'hélicoptères français. Nous souhaitions vous faire réagir. Michel Alliot-Marie, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes ministre de la Défense. La France a-t-elle effectivement encore les moyens de ses ambitions humanitaires en l'occurrence? Bien entendu, mais simplement, il faut voir une chose, c'est que la France est éloignée de l'Indonésie. S'il y a eu beaucoup d'hélicoptères américains sur place, c'est que les Américains étaient déjà là. Il y avait un porte-avions avec de nombreux hélicoptères qui étaient en escale à Hong Kong. Ils ont également une base à Guam, donc vraiment à proximité, et donc ils sont arrivés très vite. Ce que je voudrais dire, c'est que la France, avec ses moyens, est intervenue extrêmement rapidement. Parce que le président de la République nous a demandé d'être prêt à faire face à toute situation de ce type il y a déjà un certain temps, et notamment à l'occasion du tremblement de terre en Algérie, dès le soir même, dès le 26 au soir, nous avions des moyens qui pouvaient être engagés. Je vous signale que dès le lendemain, nous avons envoyé des avions qui ont transporté des médecins, qui ont transporté différentes personnes, des hélicoptères et des petits hélicoptères. Sur cette question précise des hélicoptères, le porte-avions Abraham Lincoln dont vous parlez est parti de Hong Kong, le porte-avions américain est parti de Hong Kong le 27 décembre au lendemain de la catastrophe. Le porte-hélicoptère français Jeanne d'Arc, qui était à Djibouti, donc pas trop loin lui non plus, n'est parti que le 5 janvier. Est-ce qu'il n'y a pas là un décalage dans la prise de décision?
Si vous permettez, je vais rectifier une légère erreur, mais ce n'est pas de votre faute. La Jeanne d'Arc plus exactement, et le Leg n'étaient pas du tout à Djibouti. Ils étaient dans le canal de Suez, et c'est à ce moment-là où nous leur avons fait sauter, si je puis dire, l'escale de Mascate pour les envoyer à Djibouti. Mais pourquoi si tard ? Non, mais ceci a eu lieu non pas le 5 janvier, ils sont repartis de Djibouti le 4 janvier, mais il leur a fallu néanmoins un peu plus de 36 heures pour à la fois faire le plein de carburant, d'autre part pour réunir les équipes. Et aujourd'hui, la Jeanne d'Arc est passée devant Colombo. Elle sera vendredi en Indonésie, puisque c'est le site qui est accordé. Mais je vous signale d'ores et déjà que l'hôpital de campagne que l'on voyait, je pense que vos images devaient dater d'hier, est en place et opérationnel à partir d'aujourd'hui. Depuis ce matin également, l'un des Pumas a pu être mis en place, c'est-à-dire un gros avion, un gros hélicoptère de transport, et les autres vont arriver. Mais vous savez, un hélicoptère, c'est pas un avion. Un hélicoptère, c'est compliqué à transporter. Ne peut pas aller. Il ne peut pas aller par lui-même de Paris ou même de Djibouti jusqu'en Indonésie. Il doit être transporté soit par des navires, soit par des avions. Il est évident qu'il ne sert à rien d'amener des hélicoptères loin si on ne peut pas les monter sur place. Or, c'est ce que nous faisons. D'ores et déjà, nous sommes en train de monter en Malaisie. C'est le seul endroit où c'était possible les 4 autres hélicoptères de transport. Et par conséquent, dans les tout prochains jours, nous ferons ça. Vous savez, il faut bien voir qu'il y a, et c'était dit d'ailleurs par un de vos interlocuteurs dans cette affaire, plusieurs phases. Il y a eu d'abord la phase d'urgence, où on s'est occupé des blessés, où on s'est occupé de rapatrier nos compatriotes et un certain nombre d'Européens qui étaient là-bas, où on s'est occupé d'envoyer des médecins pour cela. Toute cette phase-là a été faite et nous y avons participé, notamment avec nos avions. Nous sommes maintenant dans une deuxième phase, qui est la phase sanitaire, où il faut des hôpitaux notamment pour essayer d'enrayer les risques d'épidémie qu'il peut y avoir, pour soutenir les personnes. Et ceci, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et puis, il y a la phase de reconstruction qui va débuter et dans laquelle nous allons bien entendu participer. Et d'ailleurs, sur la Jeanne d'Arc, il y a un certain nombre de gens du génie qui ont été embarqués à Djibouti pour pouvoir faire ce travail. Donc, la France, contrairement à ce que j'entends, est parfaitement présente et je tiens à rendre hommage aux militaires qui, à tout niveau et dans leurs fonctions, ont participé avec beaucoup de professionnalisme et beaucoup de cœur à cette opération de soutien à ces populations si durement atteintes. Merci Madame la Ministre d'avoir répondu à nos questions. Merci. Un mot aussi sur le bilan côté français, justement. Pour la première fois, Jean-Pierre Raffarin a confirmé ce qu'on pressentait. La grande majorité des Français dont on est sans nouvelles sont probablement morts, a déclaré le Premier ministre à l'occasion de ses vœux à la presse. Autrement dit, les 240 à 250 personnes qui répondent à cette catégorie s'ajouteraient aux 22 morts déjà recensés et aux 69 disparus. Le bilan serait de 300 à 350 morts. Revenons maintenant à cette vidéo amateur tournée à Banda Aceh dans le nord de l'Indonésie, la première du genre, puisqu'on comprend pourquoi cette zone a été particulièrement touchée. Non seulement la vague a été meurtrière, mais le séisme lui-même avait déjà mis la ville par terre. Nicolas Châteauneuf. Il y a encore 3 semaines, 120 000 personnes habitaient ici. Aujourd'hui, il ne reste presque plus rien de la ville de Banda Aceh. Seuls les bâtiments les plus solides ont résisté. Ce matin du 26 décembre, les habitants n'ont pas encore vu la vague géante, mais ils sont déjà sous le choc. À 8 heures précisément, la terre s'est mise à trembler. Plusieurs bâtiments se sont effondrés, les secours s'organisent péniblement. L'épicentre du séisme, le plus violent de ces 40 dernières années, se trouve à 250 km au sud-est de la ville. 20 minutes plus tard, le gigantesque tsunami causé par le séisme frappe les côtes de Sumatra. Dans les rues de Banda Aceh, la foule met du temps à réagir. Au début, l'eau avance lentement, mais subitement, tout s'accélère. Une camionnette bleue s'engage dans la rue, elle sera balayée comme le reste. La mer draine des tonnes de débris laissés par le séisme, rien ne lui résiste. Tôles, bois, mobilier, voitures, tout est emporté. Le toit de la mosquée devient un lieu de refuge. Autour de la ville, c'est le même paysage de désolation. Là encore, tout a disparu, excepté la mosquée. Voici celle du village de Longa.
La même, vu de l'espace avant la catastrophe et après, la seule à avoir résisté à un océan de dévastation. Et sachez que Mots Croisés consacre son édition de ce soir à cette catastrophe asiatique. Aide, reconstruction, prévention. Arlette Chabot reçoit entre autres Nicolas Hulot, Bernard Kouchner et Jean-Christophe Ruffin. Mots Croisés à partir de 23h10. Toujours à l'étranger, la mobilisation autour de Florence Aubenas, la journaliste de Libération, dont on est sans nouvelles depuis 5 jours, ainsi que son guide et interprète Hussein Hanoun Al-Saadi. On ne parle pas encore d'enlèvement, mais chacun y pense évidemment. Jean-Pierre Raffarin a indiqué tout à l'heure que l'État mobilisait tous ses moyens. Et puis à Bagdad, l'ambassadeur de France, Bernard Bajolet, a pris contact avec le comité des oulémas, l'une des principales organisations sunnites. Ils ont promis de tout faire pour retrouver la journaliste, a-t-il déclaré. Reporters sans frontières annonce de son côté une soirée de mobilisation jeudi soir à l'Institut du monde arabe à Paris. On connaît depuis cet après-midi les chiffres de la sécurité routière pour l'année 2004 et ils confirment la tendance très encourageante constatée depuis 2002. La baisse continue, moins 9% sur l'ensemble de l'année. Diego Garcia, Bernard Puissessou. Avec 5217 morts l'an dernier sur les routes françaises, l'objectif du gouvernement, c'est-à-dire moins de 5000 tués, n'est peut-être pas atteint. Cependant, en un an, le nombre de morts a encore diminué de 9%. C'est un peu moins bon que ce qu'on espérait, mais soyons clairs, c'est une excellente nouvelle. Il y a seulement 3 ans, on était aux alentours de 8000 tués chaque année et ça ne bougeait pas. Et puis là, en 2 ans, on passe aux alentours de 5000. C'est quelque chose de tout à fait inattendu et tout à fait remarquable. Le chiffre des blessés a chuté moins fortement. 107 219 contre plus de 115 000 en 2003. Le nombre des accidents, lui, a augmenté de 0,04%, soit 6 914 l'an dernier. Des résultats globalement spectaculaires que chacun explique à sa façon. Ils ont la trouille des flics, la trouille de l'amende, et des points, surtout des points. Par peur, par crainte, par peur de voir ses proches mourir. Je pense qu'il y a beaucoup de messages sur l'alcool, sur tout ça qui passent bien. Voilà, on est assez réceptifs. Des messages qui passent d'autant mieux qu'ils reposent souvent sur des images chocs. Ajoutez à cela la peur du gendarme et celle des radars. Conséquence, il semble que la politique de fermeté du gouvernement est payée. Bien sûr, la bataille de la sécurité n'est pas encore gagnée. Mais que de chemin parcouru en un peu plus de 30 ans. En 1973, 17 000 personnes ont trouvé la mort sur les routes de France. En tout cas, la baisse des premiers mois n'était donc pas un feu de paille. Et au-delà de la peur du gendarme, on l'a beaucoup entendu, il semble qu'il y ait vraiment un changement de mentalité. La vitesse, les conduites à risque étaient autrefois valorisées. Aujourd'hui, elle est devenue signe de ringardise. Le chauffard n'est plus un héros, c'est un beauf. Luc Bazizin, Rémi Poissonnier. Voici le genre de voiture parmi les plus vendues en France. Petite, rondouillarde et plutôt ludique. L'automobiliste français se laisse aujourd'hui davantage séduire par le confort et la sécurité. C'est vrai qu'on insiste beaucoup plus sur le côté conduite calme, non stressante. Et on apporte pour ça des systèmes d'aide à la conduite qui sont aussi des systèmes d'aide à la responsabilité. C'est le cas sur les limiteurs de vitesse par exemple, qui permettent aux conducteurs d'exercer leur pleine responsabilité par rapport à la vitesse de circulation. Même dans la publicité, l'automobile est présentée comme un jeu pour enfants, dans lequel l'adulte ne se prend jamais au sérieux. Bien loin de cette image, ça, c'était il y a une vingtaine d'années. La vitesse comme seul argument de vente, voiture de course, scénario à la James Bond avec avions de chasse et bombardiers aux trousses. C'était l'époque où vitesse et publicité n'avaient pas de limite. Aujourd'hui, tout ce qui contribue à plus de sécurité et plus de confort est mis en scène. On remplace la vitesse par davantage de confort, davantage de silence par exemple, des vitres doublées ou des choses comme ça, et puis un confort comme le parfumeur d'ambiance ou des éléments qui rendent la vie plus agréable dans la voiture. Une vie rendue également plus agréable sur la route, tout au moins en apparence, car la sérénité de l'automobiliste s'est accrue avec la multiplication des radars. 1 500 000 contraventions depuis octobre 2003. La peur du gendarme a de quoi rendre raisonnable. Oui, ça compte aussi. Les suites de l'ouragan en Europe du Nord, la Scandinavie peine à se remettre. 230 000 personnes sont toujours privées d'électricité au Danemark et en Suède, pays où une partie du territoire est dans le noir complet en hiver. Et une nouvelle tempête est annoncée dans les heures qui viennent, de l'Écosse à la Norvège. Paul de Genève. Cette maison est inoccupée.
Heureusement. En 2 vagues, la mer du Nord l'a détruite. Ces images ont été filmées dans le sud de la Norvège. De la Grande-Bretagne à l'ouest, à la Russie à l'est, 10 pays ont dû affronter ce week-end des vents allant de 140 à plus de 150 km/h. 14 personnes ont trouvé la mort, dont la moitié en Suède. Dans ce pays, des milliers d'arbres sont tombés sur les routes et sur les câbles électriques. 230 000 foyers ont été privés d'électricité et de nombreuses liaisons ferroviaires interrompues. Plus à l'est, Tallinn en Estonie, balayé également par des vents violents. En Russie, à Saint-Pétersbourg, les sauveteurs pataugent dans une eau glaciale. Dans le nord-ouest de l'Angleterre, la pluie a cessé, mais l'eau est toujours bien présente dans les rues de Carlisle. Les riverains vident leurs maisons. Dans cette région, 3000 habitations ont été inondées. Cet homme raconte. Je n'ai été alerté que 2 heures après le début de l'inondation. Rien n'était prévu, pas même un sac de sable. Il se dépêche. L'accalmie sera de courte durée. Une nouvelle tempête est attendue sur le nord des îles britanniques à partir de demain. Économie, à peine les fêtes terminées, c'est déjà le temps des soldes. La région parisienne donnera le coup d'envoi après-demain et pour 4 semaines. Mais entre les promotions exceptionnelles, les rabais consentis à demi-mot, on a de plus en plus de mal à s'y retrouver. Explication Céline Crespi, Mathias Barrois. À J-2 avant les soldes, les clients n'avaient qu'un mot à la bouche aujourd'hui. Je vous demandais si vous saviez de combien ça va être soldé. Non. Vous ignorez encore? J'ignore encore, je saurai que demain matin. Mais cet après-midi, les clients ne se bousculaient pas pour le repérage. Tout le monde fait les promotions avant. Et donc quand on va arriver au jour des soldes, les gens auront déjà acheté en promotion. Donc il restera moins pour les soldes, du fait qu'elles sont beaucoup plus tard cette année. Moins 40% sur le deuxième achat, promotion, opération spéciale. Tout au long de l'année, les étiquettes proposent des rabais. Afin justement d'attirer un peu plus la clientèle, avant les soldes par exemple, autres. On sait que c'est une période assez calme, donc on propose de certaines promotions pour essayer d'écouler un maximum de marchandises. Rien d'illégal à cela, du moment que le commerçant ne vend pas à perte ce qu'il peut faire pendant les soldes. Mais pour attirer le consommateur, beaucoup flirtent avec l'illégalité. Pour nos clients habituels, il y a des ventes qu'on appelle privilèges, ventes un peu exceptionnelles et qui sont un peu ce que seront les soldes. La ruée commencera après-demain pour 4 à 6 semaines selon les départements. Santé maintenant avec une tendance lourde, comme on dit, la banalisation des grossesses tardives. Les Françaises font des enfants de plus en plus tard et avoir un bébé après 40 ans est 3 fois plus fréquent aujourd'hui qu'il y a 20 ans. C'est une conséquence entre autres de l'évolution des modes de vie. C'est le dossier de cette édition, il est signé Nathalie Sapena, Vincent Bouffartigue. Ultime visite de contrôle pour Paola avant l'accouchement, prévue la semaine prochaine. Paola attend son premier enfant. Elle a bientôt 43 ans et 15 ans d'échec de fécondation in vitro derrière elle. Elle est tombée enceinte naturellement à un âge où elle avait renoncé à avoir un enfant. J'ai eu très peur en me disant, bon, j'ai plus vraiment l'âge non plus, j'ai 42 ans, j'ai fait des tas de traitements. On m'a très vite mis à l'aise, on a très vite démystifié beaucoup de choses. Et moi j'ai souhaité évidemment faire tous les examens. Ça me paraissait indispensable. Tous les examens, et en particulier l'amniosynthèse, pour dépister la trisomie 21, beaucoup plus fréquente chez les quadragénaires. Tendance à dormir. Mais une fois cette hantise écartée, voilà, les grossesses tardives ne sont finalement pas si risquées. Très bien. Il y a par exemple une légère augmentation de malformation cardiaque, ça c'est vrai, mais il y aura moins de malformation de la colonne vertébrale, ce qui fait que globalement, les chiffres sont comparables. Donc dire que ces grossesses-là vont aboutir à un enfant anormal, entre guillemets, ce n'est pas exact. Paola est loin d'être un cas exceptionnel. Véritable phénomène de société, les grossesses tardives sont aujourd'hui 3 fois plus nombreuses qu'il y a 20 ans. En 1980, 8500 bébés sont nés d'une mère de plus de 40 ans, soit 1% des naissances. En 2002, ils étaient 26 000. Principale raison, la vie trépidante des femmes d'aujourd'hui. Carrière, loisirs, elles veulent profiter de l'existence avant de songer à pouponner. Vous envisageriez de faire un enfant vers quel âge? 30 ans. Vers quel âge? 25. Et pourquoi 30 ans? Parce que je pense que j'aurais bien enclenché ma carrière, tout simplement de se stabiliser, et que
j'aurais surtout fait des voyages quand j'en ai envie. Il faut que tous les deux on soit bien installés dans nos carrières avant de pouvoir penser à une famille. Cette tendance est étudiée à la loupe par les démographes. On a son premier enfant en moyenne vers 27 ans et demi, mais il y a beaucoup de femmes qui vont l'avoir après 30, 35 ans, leur premier enfant. Et donc, si elles veulent avoir un deuxième enfant, parfois il va survenir après 40 ans. Tout va bien? Après 40 ans, on ne peut plus faire appel aux techniques de fécondation in vitro. Or, à cet âge, la fécondité est en chute libre. Le grand risque, si on recule trop l'âge de la maternité, c'est de ne pas réussir à avoir d'enfants. Et on dit grosso modo qu'on a 25% de chance d'être enceinte à 25 ans par cycle. Attention, il y en a déjà plus que 12 à 35 ans et 6% à 40 ans. Et plus vous attendez, et moins il y a de chance. Et ce message ne passe pas suffisamment. Pas de quoi inquiéter Bastien, un frère de 15 ans, une sœur de 20 ans et une mère de 47 ans qui balaye tous les préjugés sur les parents âgés. Il n'y a pas eu un seul instant où ça a été lourd. Pas un seul instant où ça a été lourd, où je me suis dit j'aimerais dormir, non. C'était que du bonheur. Cet enfant, c'est que du bonheur. Hein? Oui, mon amour. Les grossesses tardives, c'est également un des thèmes de Ça se discute jour après jour ce soir, émission consacrée à l'arrivée de l'enfant dans la famille. Jean-Luc Delarue à partir de 20h55. Une société immobilière qui vend une partie de ses actifs parce qu'elle a besoin de trésorerie. Transaction banale, sauf qu'à Lyon, il s'agit de l'église. Le diocèse doit faire des économies. Il s'agit d'un des plus gros propriétaires immobiliers de la ville. 4 immeubles sont donc mis en vente et l'église espère récolter 12 millions d'euros. Didier Guyot, Jean-Claude Martin sur place. Il fut une époque où ce séminaire était nettement trop petit, puisqu'il fallait même quelquefois qu'il loge 2 par chambre. Aujourd'hui, pratiquement... Aujourd'hui, il n'en est rien. Avant, au séminaire Saint-Irénée, il y avait 200 à 300 séminaristes. De nos jours, ils ne sont qu'une cinquantaine. Il y a là 10 000 mètres carrés sur les hauteurs de Lyon. L'entretien est devenu trop lourd. Les frais exorbitants, ce bâtiment vieux d'un siècle est à vendre. Le diocèse a quand même toute une série de bâtiments très lourds à entretenir et avec des ressources quand même qui ne sont pas croissantes. Et donc il fallait quand même une rationalisation de l'occupation des lieux. Au total, le diocèse vend 20 000 mètres carrés, la moitié de son patrimoine immobilier. Bénéfice espéré de l'opération, au minimum 12 millions d'euros. De l'argent qui sera réinvesti dans les autres bâtiments qui seront conservés et dans des salaires pour des emplois de laïcs. Moi, j'ai pas envie de mettre la clé sous la porte, ni de mettre mon diocèse en dépôt de bilan. Et j'ai une responsabilité devant le diocèse, devant le Seigneur, devant l'avenir, de prendre les responsabilités que déjà mes prédécesseurs avaient bien vu qu'ils devaient prendre. C'était bien préparé. Les premières négociations avec des clients intéressés devraient bientôt débuter. Mais avant de signer toute vente, l'archevêché de Lyon aura besoin de l'autorisation du Saint-Siège. Éducation, jusqu'où faut-il aller pour assurer l'égalité des chances? On sait que de plus en plus de conseils régionaux veulent rendre les livres gratuits pour les lycéens. Eh bien, à Rennes, le conseil général veut pousser la logique plus loin. Tous les élèves de 3e seront dotés d'un ordinateur portable. Ils pourront l'emmener chez eux. La distribution a commencé à Dole de Bretagne. Romuald Bonan, Michel Hiver. Pour ces collégiens, les vacances de fin d'année sont terminées et pourtant le retour à l'école a des allures de Noël, avec pour chacun d'eux la distribution d'un ordinateur portable flambant neuf. Vous voulez avoir le bloc d'alimentation ? Un prêt gratuit d'une année généralisée aux 11 000 élèves de 3e de ce département breton, une première en France à laquelle on s'habitue vite. Bon, c'est un peu normal, on a le brevet à la fin de l'année. C'est mieux pour qu'on révise un peu le brevet. Alors qu'est-ce que t'en penses, le fait qu'on t'en prête un ? Que c'est bien et que ça peut nous aider dans les études. Honnêtement, que pour les études? Bah non, pour les jeux aussi et tout. Car c'est la particularité et tout l'intérêt de cet ordinateur pour les élèves, pouvoir l'utiliser autant chez eux pour jouer ou surfer sur le net qu'au collège, pour accéder à des bibliothèques virtuelles. Tu recherches sur résistance française. Un outil pédagogique de plus que les professeurs, du moins ceux qui le souhaitent, pourront intégrer à leurs cours. On manque de dictionnaire, on manque d'encyclopédie, tandis que là, bon, on a une recherche sur un mot, sur un personnage, un pays, on peut tout de suite obtenir ou avoir une réponse possible. Au total, ces ordinateurs dotés d'un lecteur DVD, de nombreux logiciels et d'un accès sécurisé à Internet coûteront 8 millions d'euros chaque année à la collectivité locale, qui voit là un moyen de limiter les inégalités face aux nouvelles technologies.
Disposer de l'informatique et disposer de la télématique, c'est accéder à la plus grande bibliothèque du monde. Et par conséquent, c'est accéder au savoir. Et quand vous avez le savoir, vous avez le pouvoir. En tout cas, pour Malo et ses copains, c'est une aubaine. Dès le retour à la maison, le nouveau compagnon électronique est sollicité, mais pour l'instant, pas forcément pour le thème de latin. Des élèves qui seront sans doute parmi les rares à regretter amèrement la fin de l'année quand il faudra restituer l'ordinateur prêté. L'environnement, l'Afrique s'inquiète pour ses guépards. Il faut savoir qu'il s'agit du félin le plus fragile, le moins fort, et l'espèce est menacée d'extinction. Les animaux n'arrivent plus à se reproduire en raison de la consanguinité et des malformations. Une équipe de vétérinaires français a été appelée à la rescousse. Les premiers résultats semblent encourageants. Laurence Decher, Frédéric Pasquet. Attention, espèce en voie d'extinction. Dans 10 ans, les guépards pourraient avoir disparu du continent africain. Dans le parc Kruger, en Afrique du Sud, ils sont passés de 400 en 1995 à 70 en 2004. 98% des bébés n'atteignent pas les 18 mois mangés par les hyènes ou les lions. De plus, le partage de la brousse en réserve privée empêche le brassage de ces félins. Et à partir du moment où il y a des clôtures, ce milieu est encore plus confiné. À partir du moment où un milieu est encore plus confiné, il y a moins d'échanges de sang, entre guillemets. Et plus il y a de consanguinité, plus il y a de la semence anormale et plus il y a des difficultés en production. Alors, une équipe de vétérinaires français a tenté une première, une insémination artificielle en pleine réserve. Objectif, endormir un mâle des plus fertiles et prélever son sperme pour une jeune femelle de 4 ans, Savannah, dont les chaleurs ont été déclenchées artificiellement. Lorsqu'on met une femelle à la reproduction, on n'a que 5 heures pour l'inséminer. Donc si le mâle, on ne peut pas le flécher parce qu'il a eu peur ou il est parti, c'est terminé. Stimulateur électrique pour récupérer le sperme du mâle et opération chirurgicale pour la femelle. Le sperme est alors placé directement dans l'utérus au plus près des ovaires. Un véritable bloc opératoire construit pour l'occasion en pleine savane. Une demi-heure après l'intervention, Savannah retrouve la liberté. En attendant l'heureux événement, entre 2 et 5 petits sont espérés pour février. La disparition de Georges Bernier, alias le professeur Choron, l'homme qui revendiquait un humour bête et méchant. Le professeur Choron était devenu célèbre au début des années 60 en fondant Harakiri, le mensuel. Il était connu aussi pour ses sketchs absurdes et ses coups d'éclat à la télévision. Il avait 75 ans. Marie-Hélène Bonneau, Marie Jojoin. Pourquoi tu les invites? Ces coups de gueule chez Pollack, c'est sans doute ce que retiendra le grand public du professeur Choron. Ça ne veut plus rien dire, les lycéens. C'est des merdeux, des trous du cul. Les 68ards, eux, garderont l'image d'un professeur Choron, cofondateur avec Cavana d'Harakiri puis Charlie Hebdo. Wolinski, Rezer, Cabu, une bande d'iconoclastes devenus célèbres. Satire, titre provocateur, démêlés avec la justice, jusqu'à l'interdiction du journal en 1970 à la mort du général de Gaulle. Le journal devint alors le symbole de la liberté d'expression, muselé par la censure. Enfin, ce qu'il y a de drôle, tu vois, par exemple, on meurt aujourd'hui, tout le monde parle de nous. Donc il faut vraiment mourir pour qu'on parle de toi. Tu vois. Choron, Cavana, c'est 50 ans d'amitié et un esprit caustique partagé. Cavana, en écrivant ce matin son papier sur son ami pour Charlie Hebdo, préfère se souvenir de l'autre visage du professeur Choron. C'est vraiment une intelligence, je dirais presque un génie en friche. Et dont on ne retient que ses côtés cons. Ces côtés d'ivrogne facétieux, ces côtés scato, porno, tout ça, il valait beaucoup mieux que ça. Le professeur Choron, alias Georges Bernier, avait 75 ans. Il est mort ce matin d'une leucémie. Sport, le Dakar en deuil après le décès ce matin de José Manuel Pérez. Le motard a succombé à ses blessures après sa chute jeudi dernier. Et puis la course se complique. 10e étape aujourd'hui, considérée comme la plus difficile. Des dunes et encore des dunes. Julien Beaumont, Nathalie Gallet. Aujourd'hui, même les meilleurs se sont fait surprendre. Fabrizio Meoni, double vainqueur de l'épreuve, chute dans les dunes mauritaniennes. Plus de peur que de mal. José Manuel Pérez n'a pas eu cette chance. Ce motard espagnol est tombé il y a 4 jours. Touché à la rate et au pancréas, cet amateur a succombé à ses blessures dans un hôpital à Alicante, en Espagne. Côté voiture, des accidents encore. L'équipage roulait à 160 km/h et n'a pas vu une bosse. Par précaution, Grégoire de Mévius a quand même été évacué. On a fait des tonneaux par l'avant.
le nez, l'arrière, etc. Donc voilà, Grégoire est un peu choqué, moi ça va, un peu contusionné forcément. Hein. Mais ça va, la voiture est détruite, c'est dommage quoi. Chez les leaders, pas question de prendre de risques. Stéphane Peterencel et Luc Alphand, le premier et le deuxième de la course, ont fait la route ensemble. C'est mieux, hein. Sur le fond c'est mieux parce que si jamais il y en a un qui se plante, on peut toujours s'aider. Même si je pense que chacun essaye un petit peu d'avancer, hein, plus vite que l'autre. Chez les amateurs, 40% des concurrents ont déjà abandonné et cette étape devrait faire encore augmenter les statistiques. Ensablage en série et même tôle froissée dans les dunes. Allez courage, Dakar n'est plus qu'à 2700 km. Et puis l'image du week-end comme chaque lundi, c'est ce geste a priori énigmatique de Ronaldo. Hier le Brésilien a marqué 2 buts avec son club le Real et à chaque fois il a plaqué son avant-bras sur son front. Explication, eh bien en fait il s'était promis de montrer un tatouage réalisé récemment. Un tatouage, c'est le prénom de sa fiancée. Le seul problème, il avait manifestement oublié qu'il portait un maillot à longue manche. Ronaldo et Daniela, c'est le prénom de la belle, ont annoncé leur mariage à Paris. Ce sera le 14 février prochain. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevet, 20h55, ça se discute jour après jour, Jean-Luc Delarue, 23h10, mots croisés, Arlette Chabot revient sur le tsunami, 1h, dernier journal, Jean-Claude Renaud, et on se quitte sur ce rapprochement improbable, sans doute provoqué par la vague géante. Une tortue géante de 120 ans a adopté un bébé hippopotame orphelin. Owen, c'est le nom du pachyderme, nage, mange et dort avec ce nouveau papa, puisqu'il s'agit d'un mâle. Il aurait perdu sa mère suite au tsunami. L'hippopotame et la tortue, c'est un joli conte de fin d'année. À demain.